Au début des années 2000, une nouvelle entreprise fait son apparition. Une entreprise créée par Michael Acton Smith, un entrepreneur anglais décrit par la presse comme une version rockstar de Willy Wonka. Il est l'inverse de l'image du businessman modèle, coupe décoiffée, des tenues de tous les jours, bref, si vous le croisiez dans la rue, vous n'en penserez rien. Et pourtant, un jour, Michael va avoir une idée. Créer une société de divertissement sans trop de direction artistique, mais dont le but serait de créer quelque chose allant à l'encontre de ce qui était fait à l'époque. Quelque chose qui vous titillerait les idées juste comme il faut, quelque chose qui agirait comme un bonbon pour l'esprit. D'où le nom Mind Candy. La société est née en 2004, et en 2008, 4 ans plus tard, Mind Candy sortira un jeu où vous pourriez vous occuper d'un animal virtuel, le customiser, jouer à des jeux avec, et plein d'autres activités. Et ce jeu, c'est Moshi Monsters. Ce jeu a été un carton. Un nombre pour vous donner une idée, 50 millions de joueurs actifs en juin 2011, 3 ans après la sortie initiale. Et qui dit succès, dit énormément de produits dérivés, comme des jeux vidéo, des figurines, du shampoing, des calendriers de l'Avent et même des cartes à jouer. C'est simple, si vous étiez un enfant au Royaume-Uni dans les années 2010, alors vous connaissiez Moshi Monsters. Mais le succès, ça dure pas éternellement. À cause de l'arrêt du support Adobe Flash en 2019, Moshi Monster a dû clore, après un très honorable 11 années d'existence. Laissant derrière un héritage plutôt positif, un jeu vraiment aimé par la plupart des joueurs et beaucoup de compagnons qui ne réapparaîtront, malheureusement, plus jamais. Mais comme la vidéo ne s'appelle pas « Je parle d'un clone de Club Penguin pendant une demi-heure », alors Mind Candy cache quelque chose d'autre. Je vous ai dit tout à l'heure que Mind Candy a été fondé en 2004 et que Moshi Monster est sorti en 2008. Du coup, on peut se dire que le développement du jeu a duré 4 ans. Eh bien, non. Le développement de Moshi Monster a très probablement duré moins de 2 ans, et je dis pas ça parce que j'ai une source fiable, je dis ça parce que Moshi Monster n'est pas le premier projet de la boîte. Moshi Monster est en réalité la deuxième création de Mind Candy, car avant ça, en 2005, un autre projet avait vu le jour. Et ce projet, il s'appelait Perplexity. Perplexity, c'est un jeu de cartes, mais pas un jeu de cartes avec lequel on peut se battre en duel, non non. Perplexity, c'est un jeu de cartes d'énigmes. Vous achetiez un booster de cartes dans un magasin, vous l'ouvriez et vous aviez 6 cartes avec des énigmes dessus. Je vous jure que ça va devenir intéressant. Des cartes dans Perplexity, il y en a beaucoup, 256 en tout. Mais les choses sont plutôt bien foutues, car ces 256 cartes, elles sont regroupées en 8 catégories de 32 cartes, qui symbolisent leur difficulté relative. Ça va des cartes rouges pour les plus faciles, à orange, jaune, vert, bleu, violet, noir, et jusqu'à argent pour les plus complexes. Et si vous pensiez que les cartes de Perplexity étaient des simples cartes avec une énigme écrite dessus, alors vous êtes très loin du compte. Car la plupart des énigmes se basent sur du visuel, avec une simple phrase vous aidant à trouver le format de la réponse. Alors, tout ça c'est très bien, mais comment savoir si une réponse à une énigme est la bonne? Car il n'y a la réponse ni sur la carte, ni sur le booster. Et là, pour 2005, c'est assez dingue. Il y avait en direct un site sur lequel vous pouviez vous connecter, entrer la réponse à n'importe laquelle des cartes, et si la réponse était la bonne, gagner des points associés à la difficulté de la carte. Il y avait même un système de leaderboard pour savoir qui avait résolu le plus de cartes. Les cartes rouges rapportaient de 1 à 8 points, et les cartes argent pouvaient rapporter jusqu'à 64 points. Et la compétition, bah, ça attire du monde. Le 5 juin 2006, quelques mois après la sortie officielle, plus de 110 000 cartes avaient été résolues. Quasiment 3 millions de points récoltés, et 12 000 joueurs jouaient activement à Perplexity. Et malgré la difficulté aberrante des dernières cartes, certaines d'entre elles tombaient. Ce qui est fou, c'est qu'en plus d'être presque insurmontable, les cartes argent étaient également très rares. Plus une carte rapportait de points, et plus elle était compliquée à obtenir dans des boosters. Mais au fur et à mesure, 2 ans après la sortie du jeu, à force d'acharnement et avec un effort global de toute la communauté, toutes les cartes ont fini par être résolues. Toutes, sauf une. Il y avait une carte, la plus rare de toutes, et de façon appropriée, la dernière carte, dont personne n'avait encore entré la bonne solution. Une carte qui avait résisté à la coalition de plusieurs dizaines de milliers de joueurs, et qui tenait bon. Une carte ayant mis à l'épreuve les esprits les plus brillants. Une carte avec l'histoire la plus incroyable que j'ai pu voir depuis beaucoup de temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire hors du commun de la carte numéro 256, Billion to One.
La carte Billion to One est la 256e carte du jeu Perplexity et également la dernière de la catégorie argent. Elle représente un homme souriant légèrement, prenant un selfie devant des maisons à colombage, une rivière et ce qui semble être une forêt en fond. Et cette photo, c'est une énigme. Une énigme extrêmement simple à comprendre en réalité, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. La spécificité des cartes de la catégorie argent, en plus de leur difficulté absolument redoutable, c'est d'être très peu accessibles. Prenons comme exemple la carte précédente, la numéro 255, nommée Clinical Explanation. Si je vous montre cette carte, je vous mets au défi, avec le temps que vous voulez, d'en comprendre le sens. Et si vous êtes curieux, voici la solution. Ouais. Mais quand on revient à la carte 256, il y a rien de caché, rien à déchiffrer, à part peut-être le seul élément de la photo que je n'ai pas encore expliqué et qui donne tout le sens à cette carte. Le petit texte en japonais, écrit en blanc en vertical sur la gauche de la carte. Et si vous traduisez la phrase, alors vous obtenez. Et d'un coup, l'objectif est clair. En créant cette carte, Perplexity a organisé la plus grande partie de cache-cache jamais conçue. Et le problème, c'est qu'elle se passait à échelle mondiale. Cet homme pouvait se trouver n'importe où. Si ça se trouve, vous êtes passé à côté de lui la semaine dernière. Et c'est sur un principe assez connu de sociologie que se base cette carte, le principe des 6 degrés de séparation. Ce principe fait le postulat que si vous formez une chaîne idéale de 6 contacts, de telle façon à ce que la n+1e personne connaisse la n-ième personne, alors vous pouvez théoriquement contacter n'importe qui sur Terre. Sauf que là, vous n'avez aucun contact sur qui vous reposez avec certitude. La seule indication de toute cette chasse à l'homme, c'est cette photo. Et si vous êtes comme moi quand j'ai découvert tout ça, alors vous vous posez peut-être une question. Pourquoi doit-on chercher quelqu'un ? Pourquoi chercher quelqu'un de vivant en dehors du cadre du jeu quand la réponse à cette carte doit être mise sous la forme de lettres ou de chiffres ? Et de cette réflexion est née la première hypothèse sur cette carte. Peut-être que, caché dans les fondements de cette carte, se trouve en réalité une énigme avec une question qui doit être résolue, et que cette photo, ce décor, ce texte, sont en réalité de fausses pistes. Alors, je vais couper court très vite à cette théorie. Elle est fausse. Vous devez bel et bien trouver cette personne, et Perplexity avait même confirmé 3 informations. Primo, cet homme a accepté de participer au jeu de son plein gré. Deuxio, il faut le contacter directement, il ne fera pas d'effort pour vous contacter. Et tertio, il détient un mot de passe qu'il vous révélera si vous le contactez. Il fallait contacter cette personne. Il fallait écrémer les 6,7 milliards d'êtres humains de la planète et réussir à rentrer en contact avec cette personne. Car je vous le rappelle, on est en 2006 à ce moment. Facebook, ça existe depuis 2 ans, Twitter, ça en est à ses balbutiements, et le moteur de recherche le plus utilisé avec 90% de part de marché, c'est Internet Explorer. Il fallait quelque chose sur lequel s'accrocher pour commencer les recherches. Et la première piste, c'est parti d'une question pas idiote. Où a été prise la photo ? Comme j'ai dit, on voit des maisons à colombage avec une rivière, ça fait vachement penser à l'Allemagne ou le nord-est de la France. La forêt dans le fond, une région un peu vallonnée peut-être, ça colle avec notre estimation. Mais à part ça, c'est la panne sèche. Donc ça serait fou qu'en 2006, avec moins de 15 000 joueurs, il y ait une personne qui habite à l'endroit exact de la photo et qui confirmerait l'information avec une photo à l'appui. Ça serait fou. Bienvenue dans le ravissant village de Kaisersberg, situé dans le département du Haut-Rhin, en Alsace. Kaisersberg jouit du patrimoine typique de la région, avec l'église de l'Invention de la Sainte-Croix, les vignobles du Schlossberg, ou encore sa sublime salle des fêtes, située à côté de la rivière de la Weiss, avec un point de vue imprenable de cette dernière, sur le pont de pierre. Grâce au joueur Catherwood, le lieu de la photo a été rapidement identifié. Il y avait enfin un élément concret sur lequel on pouvait se raccrocher. La première chose logique que les joueurs ont fait, ça a donc été de contacter quelqu'un qui était à Kaisersberg, pour essayer d'obtenir le recensement de la ville. Mais avant ça, une question toute bête. Pourquoi l'Alsace ? Je veux dire, la personne ne ressemble pas à une personne avec des traits français, voire européens. Il semble plutôt typé asiatique, japonais probablement. Eh bien, vous seriez surpris de l'existence de la Saijo High School de Kaisersberg, qui est un lycée d'échange japonais. Les joueurs sont rentrés en contact avec l'école pour avoir une liste du personnel, et après consultation de cette liste ainsi que du registre de la ville, rien. Et d'un coup, retour à zéro. Le seul avantage de cette carte au final, c'est que les pistes sont très rapidement écartables, mais sans réelle nouvelle piste, ça allait être compliqué d'avancer plus loin. Sauf que je vous ai pas dit un truc.
Mind Candy savait très bien que certaines cartes étaient très difficiles, et que sans aide, certaines allaient être quasiment impossibles. C'est pour ça qu'ils avaient mis en place une helpline, pour les joueurs qui étaient bloqués sur certaines énigmes. Vous appeliez un numéro surtaxé à 50 centimes, vous disiez à l'appareil le numéro de la carte où vous souhaitiez un indice, et l'opérateur répondait avec une phrase pour vous aider. Du coup, des joueurs ont appelé. Ils ont demandé une phrase indice pour la carte numéro 256, et on leur a donné la phrase suivante. Alors pour la carte 256, mon nom est Satoshi. Il s'appelle Satoshi. Est-ce que vous savez combien il existe de Satoshi dans le monde? Un peu plus de 250 000, c'est un nom japonais extrêmement commun. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on passe d'environ 3,5 milliards d'hommes à 250 000. On a un intervalle de recherche 14 000 fois plus précis, et en plus, on confirme à moitié qu'il s'agit d'une personne d'origine japonaise. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste 250 000 personnes qui s'appellent Satoshi. C'est comme si vous recherchiez une personne précise dans tout Bordeaux, sauf que chaque habitant de Bordeaux pouvait être n'importe où sur la planète. Mais avant de continuer cette histoire, laissez-moi vous parler de quelqu'un de très spécial. La plupart des informations que je vous livre aujourd'hui sont tirées de deux sources principales. Un documentaire quasiment introuvable de NHK Japan, qui même après les avoir contactés n'ont pas voulu me le donner. C'est pas grave, je l'ai trouvé. Et une autre source, le site findsatoshi.com. Ce site est LE point de passage obligatoire si vous voulez en savoir plus sur cette enquête. Et ce site-là a été créé par une seule et unique personne, Laura Hall. Laura, c'est la figure de proue de cette recherche. Si vous aviez des pistes en 2007 sur qui pouvait être Satoshi, alors vous contactiez Laura. Et Laura, je vais beaucoup en parler pour trois raisons. Premièrement, elle a créé le site, et par conséquent, elle a énormément contribué à l'enquête. À tel point que cette même année, deux noms lui ont été indiqués. Satoshi Hirabayashi, un employé du New York Times, et Satoshi Abuchi, un chercheur au Coast. Le premier des deux répondra en indiquant qu'il n'était pas le Satoshi qu'il recherchait, et le deuxième n'a malheureusement jamais répondu. Mais pour la première fois, des pistes concrètes ont été explorées. Deuxièmement, Billion to One suscite beaucoup d'intérêt. Il y a des partages massifs sur plein de blogs, des créations IRL autour de Satoshi, et même la chaîne de télévision ABC News qui parlera du sujet en interviewant, la personne la plus calée sur le sujet, c'est-à-dire Laura. Et la dernière chose, c'est qu'en 2007, Laura se mettra en couple avec Jake Biddulph lors d'un gathering d'amateurs d'énigmes et chasse au trésor en tout genre. Le détail aura de l'importance, je vous le promets. Bref, beaucoup de choses se passent en 2007, mais pour le moment, il n'y a pas de piste concrète qui pourrait mener à Satoshi. Presque 2 ans après le lancement de Perplexity, il semblerait que l'enquête, pour la première fois, commence à stagner. Et ça ne risque pas de s'arranger à cause d'un certain événement. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, l'ouragan Gustave, qui a semé la désolation à Cuba, se dirige maintenant vers le Golfe. 2008, c'est une année riche en événements. Les JO de Pékin battent leur plein, Barack Obama accède à la Maison Blanche et l'affaire Madoff montre au monde entier les dangers des pyramides de Ponzi. Mais dans le monde de la finance, il y a un autre événement qui, même si on le comprendra que bien plus tard, a été plus important encore. En 2008, un inconnu poste un article expliquant la possibilité d'échanger des actifs numériques en tant que monnaie. Cela repose sur un système de stockage et de transmission d'informations se nommant blockchain. Vous l'aurez compris, en 2008, le Bitcoin vient d'apparaître. Et déjà en 2008, beaucoup de gens se penchent sur le sujet, car on est en plein dans une crise financière et les gens veulent trouver des alternatives aux banques pour gérer leur argent. Et le Bitcoin ouvre cette possibilité. C'est une immense révolution, à tel point que presque 2 décennies plus tard, c'est toujours d'actualité. Et le Bitcoin, il a un lien très clair avec notre histoire. Car j'ai dit que l'article a été publié par un inconnu, ce qui est vrai, mais l'article était quand même signé avec un pseudonyme. Et ce pseudonyme, c'est celui de Satoshi Nakamoto. Vous le voyez venir le problème ? Laura avait mis une alarme sur son navigateur qui s'activerait si un article, message ou autre publication contenait le mot Satoshi. À cette époque, Internet était nettement moins développé qu'aujourd'hui, et une publication contenant le nom de Satoshi avait de bonnes chances de mener à une petite information. Mais du jour au lendemain, au lieu d'avoir 1 ou 2 alarmes par jour, c'est passé à des centaines, voire des milliers d'alarmes quotidiennes. Les gens voulaient savoir qui était l'inventeur du Bitcoin, obscurcissant complètement la recherche liée à la carte Billion to One. Et ça a été l'échafaud. En un claquement de doigts, les gens ont oublié. Le but de ce genre de chasse, c'est de garder l'attention des gens, et pour ce faire, le plus souvent,
il faut une récompense. L'exemple en France le plus connu, c'est sûrement celui de la chouette d'or. Certes, les recherches ont duré 31 ans, mais la personne qui a trouvé la chouette d'or a gagné 150 000 €. Il faut motiver les gens à chercher. Et dans l'histoire que je vous raconte, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de trophée à la fin, pas de pluie de confettis ou de reconnaissance mondiale, juste la satisfaction d'avoir réussi à résoudre la fin de Perplexity. Mais ça n'a pas suffi. Satoshi est lentement tombé dans l'oubli, attendant un jour où, peut-être, l'intérêt des gens reviendrait. Et ce jour allait arriver, tôt ou tard. Cela fait maintenant plus de 10 ans que Satoshi n'a pas été retrouvé, et ça fait poser pas mal de questions. Est-ce que Satoshi est mort? Est-il encore au courant du jeu? Faut-il encore chercher? Tout ça, c'est des questions qui sont désormais légitimes de se poser. Le site pour déposer les réponses a fermé depuis, et l'existence même de Perplexity n'est qu'un souvenir pour bon nombre de personnes. Cependant, il y a eu quelques essais pour raviver la flamme de la carte 256, comme une interview de Laura ainsi que de Adrian Hon, l'un des co-créateurs de Perplexity, où ils expliquent l'histoire du jeu, des petites anecdotes et surtout l'histoire de la recherche, expliquant que plus d'une décennie après la fin officielle du jeu, il serait très improbable que Satoshi soit, un jour, retrouvé. Et pourtant, quand on y pense, il suffit de pas grand chose. Il suffit qu'une des milliers de personnes ayant croisé Satoshi connaissent le jeu et la carte, et fassent un rapprochement. Il suffit de ce petit éclat de chance pour continuer d'espérer. Mais au-delà de ça, il faut réintéresser les gens au jeu, capturer l'attention des gens pour qu'ils puissent à leur tour commencer des recherches. Et des fois, il y a une petite étincelle qui jaillit, et qui prend. Le 7 février 2020, le youtubeur Inside the Mind sort une vidéo qui s'intitule « Can you find this man ?» Une vidéo expliquant toute l'histoire de la carte, les trouvailles et la pénurie d'idées et de pistes actuelles. Une vidéo vue à ce jour, plus de 1,4 million de fois. Une vidéo qui va dépoussiérer une enquête vieille de 14 ans. Et d'un coup, des équipes de recherche se mettent en place. Un subreddit et un Discord sont créés et des nouvelles pistes émergent quasiment quotidiennement, et ce pendant plusieurs semaines. Mais malgré cet enthousiasme, aucun de ces chemins ne s'avérera être le bon. Même avec les technologies actuelles, les réseaux sociaux surdéveloppés et un monde qui n'a jamais semblé aussi petit, le dossier semble insoluble. La question posée par Inside the Mind semble avoir trouvé sa réponse. Et vous voulez savoir un truc agaçant ? Je vous ai dit qu'un des trucs les plus importants de 2007, c'était que Laura s'était mise en couple avec Jay Biddulph. Mais vous savez qui c'est, cette personne ? Jay Biddulph est le créateur de la carte 256. Il sait qui est Satoshi. La réponse est là, depuis 14 ans, aux côtés de la personne qui s'intéresse sûrement le plus à l'enquête. Et vous savez quoi ? Laura le sait, mais ne lui a jamais demandé de lui révéler quoi que ce soit. En 2020, Laura en savait autant que vous, là maintenant, et continuait ses recherches. Et en sachant cela, l'année 2020 se poursuit sans grande avancée sur l'enquête. On est de retour dans un cul-de-sac. Pourtant, sorti de nulle part, un événement va arriver. Et cet événement, il se passe en Allemagne, le soir de Noël 2020. Talisa Seger est une Allemande dans sa vingtaine qui travaille dans le domaine du social. Elle passe le soir de Noël 2020 avec sa famille, son père, sa mère et son frère Tom. Tout se passe bien, le repas est très bon, l'ambiance est bonne, et d'un coup, sa mère lui tend une enveloppe manuscrite. Curieuse, elle saisit l'enveloppe, l'ouvre et découvre une lettre au bord brûlé, ainsi qu'une autre lettre. La lettre au bord brûlé, c'est une lettre que Talisa elle-même avait écrite en 2007, mise dans une bouteille et jetée d'un ferry.
dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un retrouve la lettre, retrouve Thalissa et lui réponde. 13 ans plus tard, accompagné de sa lettre originale, quelqu'un avait répondu. Cette histoire, c'est celle de Thalissa, mais celle qui va nous intéresser, c'est celle de son frère, Tom. Tom, c'est l'un de ces détectives de la nouvelle vague de 2020, qui s'est intéressé au sujet de Satoshi après la vidéo d'Inside the Mind. À cette période, le monde entier était isolé à cause de la pandémie et chacun cherche à se distraire comme il le peut. Et Tom, comme beaucoup, passe une bonne partie de ses journées sur YouTube à regarder des vidéos, et notamment celle d'Inside the Mind. Il s'était lui aussi mis à la recherche de Satoshi en début d'année 2020, mais sans grand succès. Il a donc abandonné le sujet et est vite passé à autre chose. Mais cette bouteille à la mer et cette incroyable coïncidence, ça a été un déclic. Le déclic de se remettre à la recherche de Satoshi une nouvelle fois. Tom est un ingénieur qui s'intéresse pas mal au domaine de l'intelligence artificielle, et de ce fait, il connaît pas mal d'outils qui peuvent aider dans la recherche. Des outils qui n'existaient pas en 2006. Mais en 2020, il existe des sites de reconnaissance faciale. L'un des plus nouveaux, mais déjà l'un des plus connus, c'est PimEyes. Et du coup, Tom, il va sur PimEyes et décide de mettre la photo de Satoshi provenant de la carte. Et évidemment, toutes les photos qu'il voit, c'est soit celles de la carte, soit celles de la miniature d'Inside the Mind. Mais Tom ne s'arrête pas là. Il continue de scroller, page après page, à voir en boucle les mêmes images. Et d'un coup, un homme japonais, les yeux fermés et une chope de bière à la main. Une photo venant d'un site, Tsukada Riken, qui est une société de chromage. Mais surtout, une image qui n'avait jamais été évoquée de toute cette recherche. En cherchant un peu plus, grâce à l'aide de 7 utilisateurs, il retrouve une autre photo de cet homme, participant au marathon de Koma, pas loin de Komagane, au sud du Japon. Et ce qui est très intéressant avec cette photo, c'est que l'on connaît le numéro de coureur de cet homme. Et pour connaître son identité, il a simplement fallu retrouver les résultats du marathon de cette année-là. Cet homme s'appelle bel et bien Satoshi. Alors peut-être qu'après toutes ces années, il était enfin temps de revoir une piste s'éclairer. Tom contacte Laura, lui explique toute l'histoire et ses trouvailles, et ensemble, ils cherchent un moyen de contacter Satoshi. Le 29 décembre 2020, Laura appelle l'entreprise Tsukada Riken et demande s'il est possible d'avoir Satoshi Shimojima au téléphone. Malheureusement, elle ne l'aura pas. Apparemment, Satoshi est assez haut placé dans l'entreprise et la personne au bout du fil n'était pas très enclin à délivrer l'appel. Néanmoins, cette personne va tout de même parler de tout ça à Satoshi en lui transmettant tous les détails de cette histoire. Le jour du nouvel an, Laura reçoit un mail de Tsukada Riken. Elle clique dessus et découvre ceci. Bonjour, merci de m'avoir contacté. Vous avez dit rechercher un certain Satoshi ? Je suis Satoshi. Oui. Je suis Satoshi, celui que vous recherchiez. Waouh, j'avais complètement oublié ce jeu de cartes et je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un me recherchait encore. Il y a 14 ou 15 ans, un de mes meilleurs amis américains m'a demandé l'autorisation d'utiliser ma photo pour le jeu. L'idée m'a paru intéressante. Quand vous m'avez contacté il y a quelques jours, j'ai beaucoup ri. À partir d'une seule photo, mais on m'a enfin retrouvé. Je sais pas pour vous, mais cette histoire, même si on n'en a pas fait partie, elle a un goût de nostalgie. Le fait qu'une telle partie de cache-cache ne pourra jamais être refaite, qu'une énigme aussi simple puisse aujourd'hui être abattue en quelques minutes avec les technologies actuelles, ça laisse pas totalement indifférent. Aujourd'hui, Perplexity est terminé, et ne reviendra sûrement jamais, laissant derrière une magnifique histoire. L'histoire d'un homme qui a accepté de laisser son image apparaître sur un jeu de cartes pendant plus de 14 ans, sans jamais être découvert. L'histoire d'une femme qui, même si la réponse se trouvait dans sa propre maison, a décidé d'y dévouer à corps perdu une partie de sa vie. L'histoire d'une communauté qui, à force de persévérance, a montré qu'il suffit d'une étincelle pour tout éclairer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.